À tous mes collègues et aux autres, toutes nos excuses pour ces petits soucis techniques. Voilà, ça nous arrive souvent, vous le savez. Ouais. On va laisser la parole au docteur Fröhlich immédiatement, parce qu'on a pris un petit peu de retard. Je vous laisse démarrer. Okay. D'accord. Donc, je vais essayer de parler assez fort pour ceux qui ont des petits soucis de son. Alors, déjà, je voudrais remercier beaucoup notre confrère, Dr Weber, de m'avoir proposé d'intervenir. Merci aussi à toute l'équipe d'AST 67, parce que vous avez vu qu'en 20 minutes, là, on a été à fond pour essayer de trouver une solution. Donc, tout est de ma faute, je l'assume. Je suis un peu coquin parce que moi, j'utilise Linux. Je suis un peu réfractaire à certaines choses et j'aime le logiciel libre. Voilà, comme ça, c'est dit. D'ailleurs, aimant le logiciel libre, mon topo qui m'a pris un petit temps à faire, etc., eh bien, il vous est accessible. Il vous sera accessible par replay. Et au besoin, je peux, ou avec AST67, on peut vous l'envoyer. Il est un peu gros, mais on peut l'envoyer. Il y a des systèmes. J'y ai mis beaucoup de temps, donc c'est à partager. C'est surtout à partager. Il ne faut surtout pas le garder juste pour soi. Voilà. Ben, écoutez, je vais commencer. Je laisse Michel Weber vérifier les questions, etc. Et puis, je vais me centrer un peu plus sur la caméra. Comme ça, ce sera mieux. Je pense que tout le monde a accès au diaporama. Tout le monde voit le diaporama? Je pense. Vu qu'on a le contrôle, ouais. Voilà, super. Alors, j'aime beaucoup parler de l'épaule. Donc, à un moment donné, il faudra qu'on m'arrête en me disant « stop, là, ça va pas ». Je me rappelle plus exactement combien de temps j'avais exactement, mais il y aura le temps pour les questions, ne vous inquiétez pas. Alors, la première chose, c'est peut-être de me présenter un petit peu. Donc, moi, je fais de l'épaule depuis 2011. Je fais que ça depuis 2017. Et j'ai une formation de médecin en médecine physique et de réadaptation. Et l'épaule m'intéresse surtout pour les aspects, bien entendu, non chirurgicaux. Les aspects chirurgicaux, je les laisse à mes collègues chirurgiens, mais on en parlera quand même un tout petit peu, parce que vous pouvez savoir un peu ce qui se passe actuellement. Alors, l'idée, c'était de refaire le point en 2024. Pourquoi? Parce que, d'une part, il y a eu une croissance importante des connaissances depuis 20 ans. Et même depuis 3 ans, il y a 3640 articles publiés. Alors, je ne les ai pas tous lus, je vous rassure, parce que j'ai compté rapidement, ça me ferait 1 heure de lecture tous les jours de l'année, week-end compris, vacances comprises. J'en suis pas capable, j'ai plein d'autres choses à faire. Mais voilà, ça évolue beaucoup et on a de plus en plus de connaissances. Pourquoi c'est important aussi? Parce que notre HAS nous a remis un petit peu sur le droit chemin concernant l'épaule douloureuse non traumatique et notamment les tendinopathies de la coiffe des rotateurs avec le 19 septembre 2023 un petit outil d'amélioration des pratiques professionnelles. Globalement, ce qu'il disait, c'était que on a trop rapidement accès à la chirurgie avant le traitement médical et qu'il manque très souvent des bilans préalables à la chirurgie, ce en quoi je suis tout à fait d'accord. Et avec mes collègues chirurgiens notamment, on est très vigilant à faire attention à ce que les patients opérés n'aient pas autre chose de manière sous-jacente et cachée par leur coiffe des rotateurs. C'est important aussi parce que l'assurance maladie doit payer toutes ces prises en charge. Et comme c'est indiqué, l'atteinte de l'épaule, c'est 32% des troubles musculo-squelettiques. Troubles musculo-squelettiques qui représentent 87% des maladies professionnelles, avec une augmentation. Alors, on a un chiffre de 2017 à 2018, je n'ai pas trouvé plus récent, mais de 2,7% d'augmentation. Et donc, ça veut dire, selon les données de l'INRS, qu'en 2012, par exemple, les TMS, c'était 10 millions de journées de travail, 1 milliard d'euros de frais couverts par les cotisations d'entreprise. Et là-dedans, vous avez donc un tiers qui est lié à l'épaule et aux troubles musculo-squelettiques de l'épaule. Voilà. Si je parle trop vite, vous me le dites aussi. Mais comme je voudrais avoir plein de choses à dire, j'essaie de parler un peu vite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est beaucoup d'argent, beaucoup de travail et que ça pourrait peut-être être évitable. Alors, la première question qu'il faut se poser, c'est à quoi sert l'épaule? Alors l'épaule, c'est plutôt joli d'ailleurs, de manière globale. On peut y trouver plein de jolis tatouages aussi. Moi, j'ai de plus en plus de patients qui ont des jolis tatouages.
Donc, c'est les consultations qui sont bien plus agréables. Mais l'épaule, en pratique, ça sert au départ, lorsqu'on était en marche quadrupède, à permettre la mobilisation du corps sur des points d'appui. Aussi simple que ça. Et puis, tout à coup, l'épaule a servi à autre chose pour les hominidés et pour les grands singes qui ont pu se mettre en position érigée. C'était placer la main-outil des hominidés partout où cela est nécessaire. Alors, ça fait de très jolis dessins sur les grottes de Lascaux, par exemple. Et surtout, ça permettait de travailler avec un bras de levier long, avec une multiplication de la force et avec une certaine distance de sécurité. Voilà. Alors, la question de la multiplication de la force va être très importante. 1 kg au bout du bras, c'est 50 kg au niveau de l'articulation gléno-humérale. Donc, vous imaginez les contraintes que ça peut représenter pour certaines activités sportives, professionnelles, etc. Les références, vous les aurez toujours sur les diapos. Alors, donc, on parle de permettre la mobilisation et la stabilisation dans l'espace de la main en action ou du corps. Hein, vous voyez, par exemple, que, alors, ma petite souris est là. Là, il va se mobiliser grâce à son épaule pour pouvoir se remonter. Là, elle va lancer un objet et vous voyez l'état d'étirement très important du membre supérieur. Et là, bien entendu, vous avez une bonne stabilisation. Il ne faudrait pas que l'épaule elle parte en avant, en arrière, sinon elle va se blesser, l'épaule et éventuellement aussi son talon. Donc, on sait que l'épaule, elle sert à mobiliser le bras, on sait qu'elle sert à maintenir le bras immobilisé. Et maintenant, on va un peu parler de comment elle a évolué cette épaule. C'est-à-dire qu'on va faire un peu d'éthologie. Alors, l'éthologie, c'est la science du comportement des animaux. Comme le dit le vétérinaire de mon chat, moi j'ai de la chance, je m'occupe que des êtres humains, et lui il a tous les autres animaux, et il n'a pas tort. Maintenant nous on est un peu plus précis quand même pour beaucoup de choses, mais comment est-ce que depuis le singe araignée ici qui grimpe dans les arbres, on arrive à l'épaule de l'hominidé? Ça c'est, on en connaît un peu plus depuis un travail qui a été fait par Monsieur Fanning. Monsieur Fanning, c'est un anthropologue et un chercheur qui a travaillé sur la manière dont l'homme finalement a pu continuer à progresser en se protégeant, puisque l'homme était particulièrement fragile. Et la question, c'était de savoir comment les hommes ont pu se protéger avant qu'ils aillent dans des grottes, etc. Et ben, c'était en se réfugiant dans les arbres la nuit, par exemple. Mais pour se réfugier dans les arbres la nuit, il faut pouvoir redescendre. Et c'est la descente qui présentait un défi physique, parce que l'homme, comme les grands singes, plus lourd, s'il tombait, il se faisait très mal, alors que l'animal plus petit peut s'agripper, il a moins d'énergie cinétique, il va moins se blesser. Et donc, pour lui, la sélection naturelle a favorisé les morphologies souples d'épaules et de coudes, et avec des amplitudes articulaires élevées pour pouvoir s'accrocher. Et cette flexibilité des épaules a permis de pouvoir se mettre en sécurité et de redescendre tranquillement. Cette flexibilité, du coup, a aussi permis aux hominidés suivants d'être préparés à des tâches de manipulation complexes, comme la fabrication d'outils et d'armes. Donc, l'évolution de la main a pu se faire grâce à l'épaule dans ce sens-là. Alors, bien sûr, vous allez me trouver un petit peu chauvin, puisque je m'occupe que d'épaules, et puis je vous dis que finalement, il n'y aurait pas de main très efficace s'il n'y avait pas d'épaule. Bon, ça se discute. Alors, toujours dans les généralités, maintenant qu'on sait à quoi sert l'épaule, comment elle a été utilisée dans l'évolution, je vais vous faire quelques petits rappels anatomo-fonctionnels qui sont très importants parce que ça va vraiment permettre de comprendre les blessures que les patients vont se faire. Alors, il y a d'abord un aspect articulaire, puisque c'est une articulation. C'est même un complexe articulaire, puisqu'il y a 5 articulations, 3 véritables. La scapulo-humérale, qu'on voit ici en coupe anatomique et qu'on voit ici en arthroscanner, par exemple. Donc la scapulo-humérale, ici, avec son cartilage blanc. La sternoclaviculaire qu'on ne voit pas sur les images, mais elle est là, voilà,
L'acromioclaviculaire en haut, qu'on ne voit pas très bien ici et qu'on voit bien là. Voilà. Et puis deux espaces de glissement, l'espace sous-acromial, ici, hein, qu'on voit sur cet arthroscanner où, allez, je vous spoil un peu le truc, mais il y a une rupture, puisque le liquide de contraste, il passe dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Donc il y a cette bourse-là, avec l'espace sous-acromio-deltoïdien. Et puis, il y a l'espace scapulothoracique, ici, entre le muscle serratus ou grand dentelé et le muscle sous-scapulaire. Donc ici, là. Voilà. Donc il y a 5 espaces de glissement. Alors, ça permet une hypermobilité, comme vous pouvez le constater, hein, par exemple chez ce joueur de baseball, où vous avez le bras qui se place en arrière, et puis ensuite qui fait une rotation extrême avec une hypermobilité en rotation latérale, et ensuite le bras se retrouve en rotation médiale et en adduction. Donc vous imaginez les contraintes énormes qu'il y a au niveau de cette épaule. Donc cette hypermobilité est liée à ce complexe de 5 articulations. Il y a un aspect musculaire également, avec une stabilisation et une mobilisation possible. Hein, vous imaginez là cet artiste et athlète de pole dance, hein, où vous imaginez les contraintes extrêmes qu'il y a au niveau de l'épaule. Voilà. Ça, c'est grâce à une vingtaine de muscles. Donc, pour mobiliser l'épaule, on a besoin d'une vingtaine de muscles. C'est énorme. C'est le deltoïde, le trapèze et le grand dentelé, qui sont les muscles principaux de la mobilisation de l'épaule. Alors, on nous parle beaucoup de la coiffe des rotateurs. La coiffe des rotateurs, ce sont ces 6 muscles, le supraépineux, l'infraépineux, le sous-scapulaire, ça tout le monde connaît à peu près, le long biceps, là on sait aussi. Et puis il y a le petit rond, le grand rond qu'on oublie un petit peu et qui sont fondamentaux, vous verrez. Alors pourquoi est-ce qu'on parle surtout de la coiffe des rotateurs et du supra, de l'infra et du sous-scapulaire du long biceps? Eh bien, on en parle beaucoup parce que c'est les seuls qui sont souvent accessibles à une solution chirurgicale. Et la médecine a évolué de manière à ce que les chirurgiens prennent une place prépondérante dans les soins. Et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. D'autant plus qu'avec l'arthroscopie, c'est, on va dire, plus facilement opérable. Donc, on en opère de plus en plus. Mais les autres muscles sont extrêmement importants aussi. Ils permettent de stabiliser et mobiliser le bras par rapport à la scapula, de mobiliser et de stabiliser la scapula par rapport au thorax et au rachis cervical. Et là, c'est très important, on verra après. Et puis, ça permet de stabiliser et mobiliser le bras par rapport au thorax. Alors, toujours pareil, hein, n'hésitez pas, si je vais un peu trop vite, de faire un petit coucou. Nous avons des personnes qui ont des soucis avec le diaporama, alors que pour la majorité des intervenants, le diaporama s'affiche correctement. Donc, je pense que le souci sur le diaporama, pour une fois, ne vient pas de chez nous. Je vous invite à recliquer sur la vignette correspondant au diaporama. En fait, le docteur Froelich et moi-même avons éteint nos caméras, ce qui explique vraisemblablement le fond vert. En revanche, le diaporama est visible pour une bonne partie des spectateurs. Je vous laisse vérifier. Ok. Voilà. De temps en temps, il faut faire une petite pause pour pouvoir replacer un peu les choses. Alors, en ce qui concerne cet aspect musculaire, c'est extrêmement important vu la quantité de muscles. Il va falloir un travail de synergie cinétique complexe. Là, vous pouvez voir, par exemple, sur la vidéo qui va se lancer, pour monter le bras, vous avez ce travail très important de plusieurs muscles, dont le muscle deltoïde, le trapèze, etc. Cette petite vidéo va vous montrer un peu plus en détail comment se construit le mouvement au niveau de l'épaule, grâce à notre petit ami de chez Muscle and Motion. Je vous encourage à voir leurs vidéos, elles sont très très bien faites et on comprend beaucoup de choses. Voilà, par exemple là, avec le deltoïde et le supraépineux, on peut monter le bras. Mais l'omoplate ne tenant pas, hop, ça tombe. Donc, il va falloir stabiliser maintenant la scapula. Alors, vous avez le trapèze supérieur, vous avez le trapèze moyen et les rhomboïdes. Vous avez ici le grand dentelé. Hein, la barre ici correspond aux côtes, si vous voulez. Et là,
on a un fonctionnement optimal avec des très grandes amplitudes et une très grande force. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, donc, je vous ai montré que l'épaule fonctionne avec les muscles, surtout qu'on va dire périphériques, extérieurs de l'épaule, le deltoïde en partie, le trapèze, le grand dentelé, les rhomboïdes, etc. Et alors se pose la question de à quoi sert donc la coiffe des rotateurs? Ça, c'est une bonne question. Alors, toute la difficulté dans un webinaire, c'est que vous n'êtes pas en face pour faire coucou etc. Donc, n'hésitez pas à intervenir et puis on fera une petite pause. À quoi sert la coiffe des rotateurs? Eh ben, c'est un peu l'histoire du grain de sable de l'épaule. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup, la coiffe des rotateurs, et c'est vrai que de la réparer redonne souvent la fonction à l'épaule, mais finalement, c'est une petite partie du fonctionnement de l'épaule. Mais vous allez voir sur cette vidéo, faite par nos amis de Anatomie 3D Lyon, et je vous encourage aussi à voir leurs vidéos qui sont très très bien. Voilà, voyez là par exemple pour le mouvement d'abduction, vous avez le deltoïde jusqu'à 45 degrés qui se contracte, vous avez la tenue par le trapèze et par le grand dentelé. Tout à l'heure on avait les rhomboïdes. Et puis là, vous avez le supraépineux qui va viser à stabiliser la tête humérale pour éviter que le bras de levier la fasse sortir vers le bas. On aurait une luxation interne à cause du bras de levier du deltoïde. Là, vous avez le trapèze supérieur qui vient mobiliser la scapula pour permettre d'arriver jusqu'à 150 à 180 degrés. Alors, si on regarde maintenant de côté, on a donc le deltoïde. On voit là le muscle grand dentelé, un muscle très très important dans l'épaule, et on a tendance trop à l'oublier. Avec là en bleu quand il est fixateur, en violet puis en rouge lorsqu'il est effecteur. Là vous avez le deltoïde qui est toujours effecteur. Et donc là vous avez les autres muscles qui viennent monter. Et là vous avez en haut là le supraépineux qui se contracte et qui stabilise. Donc sans supraépineux, on ne fonctionne pas bien parce qu'on va avoir, alors je vais sortir, on va avoir une déstabilisation de la tête humérale qui va être instable dans son logement. Et c'est tout le propos d'ailleurs des épaules douloureuses et instables dont on parlera un petit peu tout à l'heure. Alors, maintenant que vous savez à quoi peut bien vous servir l'épaule, que vous voyez comment elle fonctionne avec un aspect mécanique relativement simple, mais qui nécessite une cinétique complexe musculaire, on va faire un peu de pratique médicale. Alors, en pratique médicale, j'ai essayé de réfléchir à comment est-ce que moi, je voyais de mon côté de praticien de l'épaule, l'activité professionnelle du médecin du travail et de l'épaule de ses patients. Donc, je peux me tromper éventuellement, n'hésitez pas à me corriger. Hein. Michel Weber est là pour... Je surveille les commentaires. Alors, pour moi, les situations en médecine du travail qu'on rencontre spécifiquement pour l'épaule, c'est l'épaule traumatique, c'est l'accident du travail, avec des traumatismes avec choc direct, avec traumatisme indirect. C'est l'épaule qu'on va dire microtraumatique ou dégénérative, avec une petite partie reconnue en maladie professionnelle, au titre du tableau 57A, que vous connaissez par cœur bien entendu, moi pas, mais je regarde souvent. C'est l'épaule à risque, qui nécessite une prévention. Donc, on a l'accident du travail, la maladie professionnelle, la prévention. Et puis, un point particulier, c'est l'épaule gelée ou la capsule rétractile. Hein, sa longueur d'arrêt professionnel. C'est long, ça met 18 à 24 mois à récupérer. Et pour certaines personnes qui ont des gestes en mobilité importante, ça va être un arrêt de travail de très longue durée, avec un risque, bien sûr, de désinsertion professionnelle. Alors... quelques petits exemples, j'ai essayé d'être exhaustif, mais rassurez-vous, on va voir quelques exemples après en pratique et surtout en thérapeutique pour que vous puissiez être un peu guidé. Mais si on fait la liste, le traumatisme avec choc direct, c'est la luxation gléno-humérale, avec un point particulier sur le plexus brachial, c'est la rupture de coiffe, c'est la tendinopathie aiguë de la coiffe, lorsque la tête humérale vient impacter le tendon supraépineux contre l'acromion. C'est la fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus et notamment celle du tubercule majeur qui est assez fréquente.
Et ça peut être un traumatisme direct du plexus brachial, bien entendu, si vous avez un objet qu'on dit contondant qui vient taper sur le côté cervical, entre le cou et l'épaule. Ce sont des traumatismes indirects, c'est tout ce qui est prise d'appui, à bras de levier long ou à contrainte forcée. Alors là, on peut luxer la gléno-humérale sur des mouvements à bras de levier long, je vous ai dit, 1 kg au bout du bras, 50 kg sur la gléno-humérale. Donc, un patient qui porte une palette de 15-20 kg va se retrouver avec une centaine de kilos, plusieurs centaines de kilos sur la gléno-humérale. Donc, l'homme est plutôt fort. La rupture de coiffe, on peut avoir aussi le grand pectoral qui peut être étiré au niveau de son insertion. C'est aussi la fracture du tubercule majeur. Les tendons sont particulièrement solides lorsqu'ils ne sont pas abîmés. Et ils sont tellement solides que lorsqu'on a un geste à bras de contrainte, à bras de levier long et à contrainte importante, c'est l'os qui va casser, tiré par le tendon de la coiffe, et pas le tendon qui va casser. C'est souvent des chutes avec le bras devant soi ou d'un peu de côté et le corps qui va continuer à écraser, à fermer l'angle de fermeture donc entre le bras et le corps, alors que les muscles essaient de tenir et d'éloigner le corps du sol par l'appui du bras. Chute à vélo, par exemple. C'est la crise de résorption d'une tendinopathie calcifiante suite à un traumatisme indirect. C'est surtout à faire très attention aux nerfs longs thoraciques et à la souffrance nerveuse périscapulaire. Et puis, on peut avoir, entre guillemets, de simples contractures musculaires réactionnelles, ce qu'on appelle le syndrome myofacial, et qui peut être particulièrement gênant au niveau douleur. L'épaule microtraumatique, c'est les gestes répétitifs ou en mouvement avec contrainte de force, au-dessus de 60 degrés d'élévation antérieure ou latérale. C'est là où on commence à voir l'impaction du tendon supraépineux ou de l'infraépineux sous l'acromion. Je n'ai pas fait de rappel osseux, mais je vous encourage à voir les vidéos de Muscle and Motion où on voit très bien. Bien sûr, alors là, c'est tout l'aspect du conflit sous-acromial et de ses conséquences. C'est la bursite sous-acromio-deltoïdienne, c'est la tendinopathie aiguë ou chronique de la coiffe non calcifiante, c'est la rupture de coiffe, et c'est les deux seuls éléments, enfin 3 si on prend aigu et qu'on sépare avec chronique, qui font partie du tableau des maladies professionnelles, alors qu'on a plein d'autres blessures. C'est l'arthropathie acromioclaviculaire, c'est l'omarthrose centrée, l'omarthrose subluxante postérieure pour les gestes répétitifs avec des grands bras de levier en rotation latérale, c'est la tendinopathie calcifiante, c'est toujours le nerf long thoracique qui peut être bloqué entre la 5e et la 6e côte, et c'est là qu'il va prendre sa réflexion vers la scapula, et puis toujours le syndrome myofacial. L'épaule à risque, c'est toujours important parce que ça va entraîner des troubles fonctionnels, physiologiques, mais qui vont avoir une répercussion sur les capacités professionnelles, je pense. C'est l'acromion de type 3, par exemple, très crochu. C'est la rigidification du ligament acromio-coracoïdien entre l'acromion et la coracoïde devant. On a un ligament qui vient stabiliser l'espèce d'auvent sous-acromial et ce ligament va se rigidifier avec l'âge et peut même se calcifier. Ça va entraîner une bursite sous-acromio-deltoïdienne, une tendinopathie chronique de la coiffe, une rupture de coiffe si les contraintes sont trop importantes avec des frottements réguliers. C'est aussi l'épaule douloureuse et instable, très très importante. L'épaule douloureuse et instable, c'est soit quelqu'un qui a une hyperlaxité constitutionnelle, c'est très bien, il est hyper fort en yoga, mais par contre, eh bien, il va avoir besoin de beaucoup plus de musculature pour contenir cette hyperlaxité lors des mouvements de l'épaule, avec des risques de déstabilisation, et la tête humérale va venir appuyer sur les structures qui l'entourent, et notamment le bourrelet glénoïdien, et va souffrir. Et bien entendu, c'est la perte de tonus musculaire relatif. Quelqu'un qui va perdre 15-20 kilos de manière volontaire ou involontaire, mais souvent je rencontre ça chez des patients ou des patientes qui ont fait une perte de poids massive de manière volontaire pour un problème cardiovasculaire, pour un problème de maladie métabolique,
et ils vont d'abord perdre du muscle. Or, les muscles ne tenant plus bien la tête humérale, eh bien, l'hypermobilité que ça entraîne va entraîner une épaule douloureuse et instable. Les personnes qui ont une épaule douloureuse et instable vont se retrouver en difficulté pour des mouvements à bras de levier longs avec des ports de poids. Et puis la tendinopathie calcifiante. Alors, la tendinopathie calcifiante, elle a des origines qu'on connaît encore mal. Pour certains, ce sont des tractions répétées sur les fibres tendineuses avec des mouvements de micro-déchirement des fibres tendineuses qui vont créer une inflammation avec ensuite une calcification inflammatoire qui va se rajouter l'une sur l'autre pour faire les fameuses calcifications qu'on va voir tout à l'heure. Pour moi, c'est plutôt, et pour certains d'autres d'ailleurs, je ne suis pas tout seul, c'est plutôt les gestes répétés avec des frottements sous-acromiaux qui créent une irritation supérieure du tendon avec comme une espèce de rabot qui vient raboter le tendon. Alors, je fais une petite pause technique puisque les personnes qui avaient des soucis avec le PowerPoint, on nous signale qu'en changeant de navigateur, en passant de Chrome à Mozilla, vous devez normalement récupérer le PowerPoint et pouvoir suivre le PowerPoint. Donc, je vous invite à vous déconnecter, à vous reconnecter après avoir changé de navigateur. Voilà. Oui, alors c'est vrai que là, moi, j'utilise, bien entendu, ça me fait plaisir, ok, ça me fait plaisir. Chrome est souvent incapable de faire les choses correctement, alors que Mozilla Firefox, le logiciel libre, bon, j'arrête là. Pas de publicité comme ça. Alors, on va venir à un moment qui, pour moi, est vraiment le moment le plus important. Il y a plusieurs messages que j'essaie de vous faire passer. Le message qui va suivre, c'est peut-être le plus important, c'est le moment du clinicien, c'est l'examen clinique de l'épaule, en sortant des idées qu'on vous a appris jusqu'à présent. L'examen clinique de l'épaule, il est extrêmement simple. Voilà, il y a 2-3 choses à faire et c'est tout. Oubliez les manœuvres de Job, les manœuvres de pattes, les manœuvres de machin, etc. Laissez tomber tout ça. Ça sert en pratique éventuellement pour des diagnostics très précis, mais en réalité, ça ne vous avance à rien pour comprendre ce qui arrive à votre patient. Alors, le moment du clinicien. Comment s'en sortir avec une épaule douloureuse, surtout chronique? Alors déjà, un bon interrogatoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le traumatisme? Très souvent, je reçois des patients qui ont une errance diagnostique. C'est un peu mon rôle. Je fais que de l'épaule, donc je peux me concentrer là-dessus, bien entendu. Et ce n'est absolument pas une critique de ma part pour les confrères qui font de la médecine de premier recours, qui font de la médecine du sport, qui font etc. Et qui voient énormément de monde, beaucoup plus rapidement que moi, puisque moi je prends beaucoup de temps dans ma consultation, mais parce que j'ai des patients plus compliqués peut-être, puisqu'ils me sont adressés quand c'est un échec des autres thérapeutiques. Mais donc, il n'y a pas de critique de ma part, mais simplement, il faut parfois juste reposer les bonnes questions. Quand je demande aux patients, mais votre accident du travail, ça s'est passé comment? Comment était le bras? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était en soulevant un objet? C'était en soulevant une personne? C'était un choc direct? C'était un appui de quelque chose contre le corps? Et on peut déjà savoir un peu plus, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, si c'est un traumatisme direct, indirect, si c'est des micro-traumatismes. Donc les circonstances sont extrêmement importantes. Le bras de levier, quelqu'un qui se fait mal avec la main proche du corps, ça ne va pas être du tout pareil que quelqu'un qui se fait mal avec le bras tendu, avec la main avec un poids au bout du bras. C'est quelles sont les augmentations de contraintes qu'il y a eu au moment du démarrage de la symptomatologie. Et puis le type de douleur. Est-ce que c'est des douleurs qui sont présentes la nuit? Est-ce que c'est des douleurs qui sont présentes tout le temps la nuit? Est-ce que ça prédomine au petit matin? Les fameuses douleurs inflammatoires qui sont là entre 3, 4, 5 heures du matin. Les patients qui ont des douleurs inflammatoires, et notamment dans la capsule rétractile dont on va parler plus tard, ce sont des patients qui disent très bien j'ai mal à 3h36. C'est lié à leur propre cycle du cortisol. Mais ça vous donne un élément très important pour penser qu'il y a une douleur inflammatoire. Alors, est-ce que c'est des douleurs uniquement à l'activité? On part plutôt sur une tendinopathie, sur un processus mécanique. Et puis,
un examen physique simplifié, l'EPS. Hein, rien à voir avec le sport, mais presque. L'examen physique simplifié, c'est on examine le patient couché sur le dos pour voir s'il y a une raideur. On l'examine assis pour voir s'il y a une impotence fonctionnelle ou une douleur. Et on l'examine debout de dos pour voir s'il y a une dyskinésie scapulaire. Vous voyez, il n'y a que 3 choses à voir. Alors, on va les voir en pratique. Alors, couché sur le dos, comme vous pouvez le constater sur la vidéo, les patients sont couchés sur le dos. Je mets le genou sous le coude parce que très souvent, lorsque le coude est en dessous du niveau du corps, la tête humérale remonte et vient se placer en conflit sous-acromial. Donc, je viens là pour stabiliser le coude un peu plus haut. Je mobilise doucement et vous voyez mon autre main est en train de palper le grand pectoral. Quelqu'un qui a une contracture de grand pectoral, vous n'arrivez pas à faire de rotation latérale et donc c'est un problème de grand pectoral. Alors on va juste revenir un tout petit peu, je vais revenir sur la vidéo. Voilà, donc le coude un peu devant l'abdomen, devant le niveau de l'abdomen. Je palpe le tendon du grand pectoral, parfois en appuyant un petit peu et en demandant au patient de se décontracter à ce niveau-là, vous pouvez obtenir plus de mobilité. Et donc là, on a une rotation latérale correcte. Maintenant, simplement, une raideur, c'est quoi? C'est je fais comme ça et tout à coup, blocage, je n'arrive pas à passer outre. S'il n'y a pas de contracture du muscle grand pectoral au bout du doigt de ma main gauche, c'est qu'il y a une raideur. Une raideur entre 0 et 45 degrés est très souvent le signe d'une capsule rétractive. Alors voilà, est-ce qu'il y a une raideur? Est-ce qu'il y a une hyperlaxité? Là, je ne vous ai pas fait la vidéo, mais si en enlevant mon genou et en faisant la mobilité, j'obtiens plus de 90 degrés de rotation latérale, c'est qu'il y a une hyperlaxité, avec un risque d'épaule douloureuse et instable. Donc, premier examen, couché sur le dos, tranquille. Alors bien sûr, dans ma pratique, je vais faire de l'abduction, je vais faire de l'antépulsion, mais ça suffit déjà pour savoir s'il y a une capsulite ou pas. Ensuite, assis, c'est le testing musculaire. Et vous voyez, cette petite dame, elle se donne à fond, mais le côté droit, il ne tient pas. Alors, on va revenir, parce que c'est un peu rapide, je sais. Mais je ne peux pas la faire en boucle, parce que quand je la fais en boucle, mon logiciel, il plante. Voilà. Là, vous voyez, à fond. Et là, hop, le bras, il ne tient pas. C'est une patiente qui a une véritable rupture de la coiffe des rotateurs sur le supraépineux. J'en ai la preuve sur son IRM. Donc, est-ce que le testing musculaire est déficitaire? Ça peut être une rupture de coiffe, mais attention, ça peut être une souffrance neuropathique périscapulaire. Ça peut être son nerf suprascapulaire qui a été blessé, qui est coincé par un kyste au niveau de l'échancrure spino-glénoïdienne, donc au niveau de l'épine de la scapula. Et ça peut être aussi de cette souffrance neuropathique avec une perte de fonctionnement musculaire. Ça peut être une... Après, on peut aussi faire, la manœuvre de conflit. La manœuvre de conflit, elle est très simple. Hein. On va faire cette manœuvre-là. Alors, vous oubliez les noms. Hein. Vous faites cette manœuvre ici où vous allez faire une rotation médiale avec le bras en abduction. Vous pouvez faire ce test où vous mettez, c'est le plus simple et celui que je fais classiquement, c'est vous mettez la main sur l'épaule contrôlatérale, le patient monte le coude et moi, je fais un blocage du coude. Et celui-là, je le fais quasiment jamais. Et s'il y a une douleur à cette manœuvre de conflit, c'est qu'il y a un conflit sous-acromial et c'est très souvent ce qui est responsable des douleurs, plus que la rupture de tendon. La rupture de tendon, on voit des patients qui ont une rupture en zone 3 qui n'ont rien senti parce qu'ils avaient peu d'inflammation réactionnelle au niveau de la bourse sous-acromiale-deltoïdienne. Alors, l'examen de dos, très important. Regardez cette pauvre patiente-là. Comment voulez-vous qu'elle ait de la force? Regardez, le bras, il reste bloqué à 90 degrés, elle ne peut pas monter plus haut. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de stabilité scapulaire. Là, ce patient, il présente une épaule qui sort un tout petit peu, et là, une ptose de l'épaule. Ça, c'est une atteinte du nerf spinal accessoire avec une paralysie du trapèze. L'épaule descend complètement, elle est amorphe. Là, pareil, s'il levait le bras, on aurait un souci. Vous remarquez qu'il a de la myotrophie importante. C'est un plexus brachial. J'ai un peu triché en disant que c'est le nerf spinal accessoire, mais il était blessé dans son plexus.
La neuropathie du nerf long thoracique, je répète, et ça c'est le deuxième message. Le premier, c'est l'examen clinique, il est simple. C'est 3 choses à faire, 4 si on compte le conflit. Deuxième chose à retenir, c'est que la neuropathie du nerf non thoracique, c'est extrêmement fréquent. Et on peut avoir des dyskinésies fonctionnelles, mais c'est plus rare et c'est assez facile à traiter. Et en cas de doute, c'est l'EMG systématiquement. Alors, au bout de cet examen clinique de première intention, vous avez un petit tableau et qui vous permet de savoir, est-ce que, alors déjà par fréquence, le plus fréquent, ça reste quand même la décompensation du conflit sous-acromial et ses conséquences, tendinopathie, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a une douleur qui est qu'à l'activité, un peu la nuit, pas au repos, avec pas de lâchage significatif, on part plutôt sur un conflit sous-acromial et une tendinopathie de la coiffe. Est-ce qu'il y a des douleurs très importantes la nuit dans le même contexte, à peu près? Ça ressemble beaucoup à une crise de résorption d'une tendinopathie calcifiante. Un déficit significatif avec un lâchage de la coiffe plus ou moins douloureux, alors bien sûr à l'activité, c'est un peu douloureux, mais pas du tout la nuit ou presque pas, et pas du tout au repos, ça fait plutôt rupture de coiffe. La capsule rétractile, c'est simple, le patient est inexaminable, l'activité est impossible ou presque, et puis les douleurs la nuit sont très importantes, avec une raideur. C'est quasiment la seule raison de raideur. La fracture du tubercule majeur, il y a le contexte traumatique, et ça va être avec un déficit important au niveau de fonctionnel et des douleurs à l'activité impossible. Et souvent, ça ne fait pas trop mal la nuit, alors que les 2 autres qui s'occupent de la coiffe font plutôt mal la nuit. Et la souffrance du nerf long thoracique, c'est une impotence majeure, ça ne marche pas. Il y a des douleurs au repos en périscapulaire, c'est lié à la contracture réflexe des rhomboïdes notamment, et par contre, la nuit, ça va plutôt bien, et l'activité, ça ne fait pas plus mal que ça. Donc ça, vous pouvez le voir tranquillement sur le diaporama. Alors, là, je ne sais pas s'il faut une petite pause. Est-ce qu'il y a des choses particulières? Il y a quelques questions, mais je pense qu'on pourra y revenir peut-être à la fin. Oui. Ok. D'accord. Je ne sais plus jusqu'à quand j'ai parti. Alors, on avait dit jusqu'à 15 heures pour le topo et une demi-heure ensuite pour les questions. Ouais. Mais on va dépasser de 10-15 minutes. On va accélérer un petit peu. Là, ça va être plus simple. C'est une petite revue thérapeutique, les situations les plus fréquentes. Alors, les plus fréquentes. Là, j'ai séparé en 3. Plutôt que de faire de l'anatomie, etc., on va prendre le groupe de la coiffe, parce qu'on va la prendre en charge thérapeutiquement de la même manière, le groupe de la stabilité articulaire et le groupe des arthropathies. Alors, le groupe de la coiffe, c'est le conflit sous-acromial avec ses résultantes, la bursite, la tendinopathie, la rupture, on va mettre l'omarthrose excentrée avec, c'est la tendinopathie calcifiante, la fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus et du tubercule majeur. Alors, dans le groupe de la coiffe, l'important c'est la clinique, une impotence fonctionnelle moyenne à modérée, peut-être plus importante en cas de rupture, mais surtout d'importantes douleurs. L'imagerie, toujours une radio épaule-face plus profil 3 rotations. Pourquoi? Parce qu'on peut tomber sur une fracture du tubercule majeur, comme vous pouvez voir, avec le tubercule ici, là, qui est complètement sorti de son logement, là, avec un 3e fragment au-dessus. Et là, on a une calcification, belle calcification de type B, comme on dit, bien centrée, bien solide. Voilà, ça a l'air relativement simple. Néanmoins, la fracture du tubercule majeur, ça peut être simple comme ça, comme je vous ai montré, ou ça peut être plus compliqué. Ici, par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien mon curseur, ça c'est une question, mais en tout cas, avec le curseur, je montre la partie du tubercule majeur. La partie du tubercule majeur ici, vous voyez, il y a comme un aspect un peu plus sombre, ce qu'on appelle une clarté sur la radio. Et cette clarté sur la radio est le signe d'un œdème osseux. Alors là, on se dit, mais non, finalement, c'est presque pareil. Mais avec les yeux maintenant que j'ai pour regarder toutes ces radios d'épaule, je vois tout de suite qu'ici, là, c'est bien dense, ici, c'est bien dense, et ici, c'est un peu hypodense. Il y a des petits débris de calcification ici qui n'ont rien à voir avec la situation du patient. Mais quand on fait une IRM, regardez, le tubercule majeur, il est littéralement explosé. Vous voyez, sur l'IRM, là, en T1, il n'y a quasiment plus de tubercule majeur. Alors, vous comprenez bien que le tendon supraépineux ici, qui se fixe sur le tubercule majeur, quand il tire, il arrache un peu des fragments, donc on a une impotence fonctionnelle majeure. Et là, vous avez en T2 cet œdème inflammatoire
très important. On voit aussi ici au niveau du tendon supraépineux un œdème intratendineux. Là, c'était un gros choc pour ce patient. Et ici, là, vous avez la bursite sous-acromiaux-deltoïdienne. Mais en tout cas, la fracture tuberculaire majeure, attention, les radios initiales, souvent, ne montrent pas grand-chose et il faut les refaire à 2 à 3 semaines pour pouvoir voir le liseré de résorption. Et c'est douloureux. Et c'est très douloureux. La tendinopathie calcifiante, alors, elle peut être simple, comme on l'a vu tout à l'heure, mais parfois, il faut se méfier. Sur les radios de droite, vous voyez là, en projection de la tête humérale, on a juste une petite densité, ici, une opacité. Et si là, vous faites un beau profil, eh bien, vous voyez ici la tendinopathie calcifiante de l'infraépineux. Là, vous voyez un acromion qu'on dit de type 2, un peu crochu. La crise de résorption, j'en ai un peu parlé, c'est l'évolution naturelle de la tendinopathie calcifiante. Les tendinopathies calcifiantes, il y a à peu près 20 à 25% de la population qui a une tendinopathie calcifiante, la plupart du temps asymptomatique. Il n'y en a que environ 30 à 45% de ceux qui ont une tendinopathie calcifiante qui ont des symptômes. Les autres n'ont pas de symptômes, c'est des découvertes radiologiques. Mais à partir de 70 ans, si on prend la même population et qu'on leur fait des radios, eh bien, il n'y a plus que 15% de tendinopathie calcifiante. Ce qui veut bien dire que plus de la moitié des tendinopathies calcifiantes vont disparaître, parfois sans symptômes, et ça donne la crise de résorption. Cette crise de résorption, vous voyez cette calcification bien dure, presque une craie, eh bien, elle va exploser dans la bourse sous-acromiaux-deltoïdienne. On la voit là avec des petits morceaux. Elle rentre dans la bourse. Elle va permettre de bien voir la bourse d'ailleurs. Hein, c'est presque une opacification qu'on pourrait faire. Et c'est la même personne. Je peux vous assurer que c'était en 8 mois avec une disparition totale de la calcification. Pour ceux qui auraient un doute, je tiens à disposition mes fichiers. Vous verrez que c'est la même personne. Je vais vous couper sur la tendinopathie calcifiante parce qu'il y avait une question, il y a 2 questions sur ce sujet, puisque effectivement les tendinopathies calcifiantes ne sont plus aujourd'hui dans la liste, dans le tableau 57. Et c'est un motif de refus par d'une demande de maladie professionnelle. Donc on avait une question d'une personne qui nous demandait, faut-il comprendre que certaines tendinopathies calcifiantes peuvent quand même avoir une étiologie professionnelle, puisque vous avez évoqué les microtraumatismes et les gestes répétitifs, versus le débat, puisque vous dites aussi qu'un pourcentage important de personnes ont des tendinopathies calcifiantes qui ne sont du coup pas d'origine professionnelle, raison pour laquelle ça a été retiré du tableau. Alors, quel est votre... Alors moi, j'ai 2 explications par rapport au tableau. La première, c'est que le tableau, il ne faut pas oublier que c'est une négociation intersyndicale avec la Sécu et que on va donner un point à l'un pour reprendre un point à l'autre, mais aussi on va dire écoute, si je te donne ça, toi tu me réserves ça de côté. C'est un peu ça. Les discussions autour de la tendinopathie calcifiante, c'est très juste aussi. La deuxième raison est très juste aussi, c'est-à-dire que c'est tellement fréquent dans la population générale que n'importe qui pouvant en avoir, on ne peut pas dire que c'est absolument l'aspect professionnel. Maintenant, ce qui est certain, c'est que sur un tendon fragilisé, continuer à faire des exercices en répétition avec des frottements, ça ne peut qu'entraîner l'aggravation de la tendinopathie calcifiante. Et voilà, donc c'est un peu les deux. Mais voilà, il ne faut pas oublier que ce sont des négociations. Tout à fait. Alors, j'aurais tendance à dire que du coup, en cas de refus de maladie professionnelle pour des raisons liées aux calcifications, il y a toujours la possibilité, sous réserve qu'il y ait une IPP supérieure à 25%, ce qui n'est pas toujours le cas pour les épaules, mais on raisonne en IPP au moment de l'arrêt de travail, pas en IPP au moment des séquelles, mais il reste donc toujours quand même la possibilité de passage en C2RMP pour des situations où l'étiologie professionnelle est clairement avérée. Mais ça reste du qui tout. Voilà, je vous laisse poursuivre. C'est vrai, tout à fait. Juste petit point, à partir du moment où il y a rupture, il n'y a plus la limitation de la calcification. Quelqu'un qui a une rupture sous calcification, on peut faire la déclaration. Donc, je réponds au docteur Beauchinger qui nous dit qu'il n'a jamais vu d'IPP de 25% pour une épaule. Je suis entièrement d'accord. Simplement, pour le passage en C2RMP, c'est l'IPP au moment du
de l'examen de la demande de maladie professionnelle. C'est pas l'IPP prévisionnel, terminé, voilà. Donc, ça peut permettre éventuellement un passage à voir. Mais je suis d'accord avec vous, la discussion reste ouverte. Effectivement, voilà. Et on pourra en parler peut-être dans les questions, parce que c'est vrai que c'est un problème, très important en pratique clinique. Le groupe de la coiffe, c'est donc aussi le conflit sous-acromial et ses évolutions. Donc, je vous ai fait des choses simples. J'espère que vos ordinateurs montrent bien les choses. Vous avez le conflit simple. On voit ici l'acromion en haut. On voit ici une bourse de liquide, un petit peu gonflée. Et sur les coupes sagittales, on va voir là la bourse qui va passer au-dessus des tendons, hein, cette bourse de glissement, et on voit qu'elle est chargée d'eau. Voilà. Donc ça, c'est le conflit simple. Les tendons vont relativement bien, hein, il n'y a pas d'anomalie notable des tendons. Puis on passe à la tendinopathie œdémateuse. Si on regarde ici, on voit là cette hyperintensité T2 intratendineuse ici, avec un faisceau inférieur du tendon, un faisceau supérieur. C'est presque une fissuration, mais là on voit que c'est encore très, on va dire, presque iso-intense, un peu comme du muscle. Donc ça veut dire que c'est œdémacié. C'est pas hypo-intense comme le liquide ici. Donc c'est pas une fissuration, c'est un œdème. Et là, sur la coupe sagittale, on voit bien ici, à l'intérieur du tendon, ces plages d'inflammation, hein, enfin en tout cas ces plages œdémateuses, hein, qui sont probablement une inflammation, de cicatrisation. Et là, vous voyez les petites flamèches ici de souffrance du tendon supraépineux sur les coupes axiales. Ça va donner ensuite une rupture. La rupture, on la voit bien ici, et cette fois-ci, c'est pas juste une petite zone œdémateuse, mais c'est vraiment du liquide tout blanc. Ça, c'est la fissure. Avec ça, c'est ce qu'on appelle la rupture partielle, Hellman 3, puisqu'on a plus de 50%, si on prend le tendon ici, on a plus de 50% du tendon qui est abîmé au niveau de la face endo-articulaire. Et on a cette image ici, avec le passage du liquide synovial à travers ce petit pertuis, et qui va venir alimenter la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Donc ça, c'est une tendinopathie sévère avec une rupture partielle, avec punctiforme, avec un petit pertuis. Ensuite, vous avez la rupture transfixiante, nette, c'est-à-dire que là, le tendon, il est arraché. Vous voyez, ici, vous avez le moignon tendineux, hein, le supraépineux ici, avec son moignon tendineux noir. Le moignon s'arrête ici, il y a un petit fragment encore ici, et il est censé s'insérer sur le tubercule là. Et vous voyez ici la plage liquidienne à la place du tendon. C'est la rupture de la coiffe. Avec ici, sur la coupe sagittale, vous avez le tendon supraépineux ici, l'infraépineux ici, et cette zone ici avec un trou. Voilà, sur la coupe axiale, on voit aussi le trou. Ça va évoluer jusqu'à des stades ultimes, c'est la rupture massive de coiffe. Regardez là, le moignon du tendon supraépineux, il est ici à l'aplomb de la tête humérale, c'est une zone 2, presque 3. Et là, vous avez une rupture complète, rétractée. Le moignon du tendon, il est ici, et toute la tête de l'humérus est décoiffée. Bien sûr, il n'y a plus d'interface musculaire, et à terme, ça donne cet aspect d'omarthrose excentrée que j'ai encore vu la semaine dernière. Donc, ce n'est pas des radios d'il y a un siècle. C'est des radios de la semaine dernière. Ça évolue encore comme ça. Le traitement, puisqu'on est sur la partie plus thérapeutique, le traitement, c'est un traitement préventif. Exclusion des gestes traumatiques avec réflexion sur les aptitudes. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est peut-être même impossible. Moi, j'arrive souvent bien après la situation, mais dès que je peux, je dis aux gens, quand ils commencent à avoir un conflit sous-acromial et avoir mal, qu'il va falloir réfléchir sérieusement sur la suite de leur activité professionnelle et sur le repositionnement professionnel. Il y a des structures qui permettent de les aider, ils peuvent permettre de faire des validations des acquis, des choses, des machins, il y a le FONGECIF et compagnie qui leur permettent de changer d'activité professionnelle. Et j'insiste beaucoup là-dessus. C'est l'entretien des ceintures cervico-scapulaires par l'activité sportive, le yoga, le tai chi, le qigong, la marche nordique, la natation, tout ce qui peut permettre d'entretenir les ceintures cervico-scapulaires, c'est très important. Et puis, avant toute activité physique, c'est l'échauffement. On le fait avant le sport, pourquoi on ne le fait pas avant le boulot?
Et là, je remercie encore une fois l'équipe d'AST67 avec qui on a pu faire cette petite plaquette de ces petits exercices tout simples avec le petit QR code qui montre la vidéo pour expliquer les exercices. Très important, chaque salarié, avant de prendre son poste, devrait faire ça. Les Coréens du Sud n'arrêtent pas de faire du Qigong et ils ont bien raison, je pense. Mais c'est peut-être ça qui les avantage en mathématiques aussi, je ne sais pas. Le traitement conservateur ou médical, le plus important, c'est toujours l'exclusion des gestes traumatiques, la limitation des contraintes, éviter l'immobilisation, très important, même en crise aiguë de calcification en résorption, même avec une fracture du tubercule majeur, très rapidement, on peut faire des petits mouvements. Vous avez cette petite plaquette que vous pouvez obtenir sur le site de l'Institut de l'épaule de Strasbourg, la petite plaquette de rééducation post-opératoire, et vous pouvez donner ça à tous les patients qui auraient besoin d'une petite aide à la mobilisation douce, confortable. On l'a créé, les mouvements ont été créés pour que les patients puissent ne pas casser la chirurgie qu'on leur a fait. Donc, c'est absolument atraumatique. Le traitement antalgique, selon l'efficacité et la tolérance, bien entendu, avec éventuellement une infiltration cortisonnée, mais toujours à visée de test thérapeutique. Faire l'infiltration pour continuer à travailler, c'est fermer les yeux de la personne qui est en train de faire un excès de vitesse pour qu'elle ne voit pas qu'elle fasse l'excès de vitesse. Le résultat, on peut imaginer ce que ça va donner. Et puis, faciliter la prévention secondaire. Si on a moins mal, on peut faire une infiltration sous écho pour pouvoir mieux faire les exercices. Et ensuite, une fois que la douleur est passée, c'est la prévention secondaire avec une réharmonisation fonctionnelle des ceintures cervico-scapulaires et la kiné de guidage. Exemple de prescription, je vous en ai mis une. Si vous avez cette prescription-là, le kiné va très bien s'en sortir pour améliorer le patient. Avec surtout le travail des abaisseurs et des recentreurs de la tête humérale, cette fameuse coiffe. Alors, là, le traitement chirurgical, vous voyez, là, il y a une rupture complète, bien ouverte. Là, vous avez le tendon du biceps ici. Là, vous avez la tête humérale avec son cartilage. Et le traitement chirurgical, c'est mettre des encres dans l'os. Alors, âme sensible, s'abstenir. Vous pouvez fermer les yeux. Je vous explique. De ces encres sortent des fils. Ces fils, on va traverser, enfin les chirurgiens, pardon, vont traverser le tendon. Là, vous voyez, c'est un bon tendon, bien épais. Hein, c'est un bon tendon. Et ensuite, on va remettre sur une encre latérale et les fils vont plaquer le tendon sur l'os. Et ensuite, le tendon va cicatriser. Le traitement va entraîner une récupération incomplète, 70 à 80% en moyenne. Les amplitudes sont OK, mais la force reste limitée. Donc pour quelqu'un qui a un travail physique, ça ne va pas aller. Quand est-ce qu'on opère? S'il y a une fracture humérale, s'il y a une rupture avérée de la coiffe et s'il y a une tendinopathie sévère avec un échec du traitement médical de plus de 6 mois. Les suites sont longues, 6 à 9 mois en moyenne. 12 à 18 mois pour un travail en endurance ou en répétition et quasiment jamais pour les travailleurs de force. Alors la question c'est pourquoi l'HAS en 2010 a répondu que pour quelqu'un qui a un travail physique lourd avec des charges de plus de 25 kg, après un traitement chirurgical, il devrait reprendre le travail au bout de 6 mois. C'est juste impossible. Ça va être à nous peut-être de se battre encore pour faire changer ça. La rupture massive avec une omarthrose excentrée, si la rupture est massive, c'est irréparable. Et donc là, on peut faire un traitement médical avec une rééducation particulière. C'est la compensation par le hauband delto-pectoraux-grand dorsal de l'insuffisance de coiffe. Donc, le deltoïde, le grand pectoral et le grand dorsal sont capables d'améliorer leur fonctionnement pour mieux bouger la tête sans faire une ascension de la tête. Et puis sinon, c'est la prothèse inversée d'épaule. La récupération est assez rapide. C'est des gens qui sont vite très améliorés, surtout que ça leur supprime les douleurs de nuit. Là, c'est pareil. Les amplitudes vont être nettement améliorées, mais la force va rester limitée. Donc, ce n'est pas pour reprendre un travail physique. Le groupe de la stabilité articulaire, on va aller un peu plus rapidement. C'est la luxation gléno-humérale, les souffrances neuropathiques, l'épaule douloureuse et instable et la capsulite. La luxation, bah là, c'est évident. La tête, elle n'est pas à sa place. Hein. Elle devrait être ici. Elle est ici. C'est évident. Le risque, c'est la capsulite, beaucoup, et surtout le plexus brachial. Je vois encore beaucoup de patients traités aux urgences avec une réduction de la luxation et qui ensuite ont mal dans le bras. On leur dit de prendre des antalgiques et personne ne leur a fait un tout petit testing de la main et ils ont un plexus brachial quasiment complet. Mais dans l'immobilisation,
Ça ne se voit pas dans la telle, et surtout comme ils ont très mal, eh ben, ils ne se mobilisent pas et on dit que c'est parce qu'ils ont mal. Ben non. Et là, la prégabaline va leur sauver les nuits. L'étirement du nerf long thoracique. Voilà. 15h14. J'essaie de faire ce que je peux, mais c'est le troisième message. Le troisième message, ne l'oubliez pas. En pratique, au cabinet, à l'Institut de l'épaule de Strasbourg, c'est la cause de la plupart des évolutions délétères d'accidents du travail avec une non-reconnaissance lésionnelle. Oui, ils n'ont pas rompu leur coiffe. Oui, ils n'ont pas de fracture, effectivement, et ils ont toujours mal, et ils ont une impotence. Eh bien, c'est un nerf long thoracique. Et on se rend compte 2 ans après. La désinsertion professionnelle est totale. Le médecin conseil les a déjà consolidés. C'est terrible. Le traitement, en plus, il est simple. Ça va repousser. Le nerf long thoracique, il repousse 1 mm par jour, comme tous les nerfs. Ça va donc mettre, pour 70 cm, environ 2 ans. Et en attendant, il faut juste prévenir le suraccident. À chaque fois que la personne décolle l'omoplate, elle tire sur son nerf. Donc, il y a un étirement chronique. Là, vous pouvez voir sur l'IRM, entre le muscle grand dentelé ici, là, hein, à gauche, donc à droite sur l'écran, donc la gauche du patient, il est bien noir, comme les autres muscles ici. Et vous avez celui-là qui est tout blanc. Il y a des signes de souffrance neurogène. C'est un œdème de dénervation au niveau du muscle. Là, on le voit aussi sur les coupes coronales, où vous avez ici, là, un beau grand dentelé bien massif, et ici, il a quasiment disparu. Avec, regardez cette digitation-là, qui est absente ici. Donc, c'est très important, nerf long thoracique. Ah, que se passe-t-il? Il y a une petite blague. Alors, ici, normalement, j'ai une photo et une vidéo. C'est simplement pour vous dire que c'est pas souvent aussi simple que sur la première vidéo qu'on avait vue. Vous vous rappelez de la patiente avec son omoplate qui sort complètement, la fameuse scapula lata. Mais sur la vidéo qu'on ne voit pas, il y a dû avoir un blocage, parce que j'ai une photo et une vidéo, on voit rien. Voilà, je vous le dis, je vous spoil le truc. Vous verrez sur le diaporama en replay, mais on ne voit rien. On ne voit pas de décollement de l'omoplate. Mais le patient, c'était un aide-soignant. Il a essayé de retenir une patiente qui tombait. Il a eu un étirement du membre supérieur et il y avait à l'électromyogramme un nerf long thoracique. Alors, comment est-ce qu'on peut faire la différence quand on ne voit rien? Eh bien, c'est le test de contention, la stabilisation scapulaire postérieure. Regardez, cette patiente, elle a un nerf long thoracique. Je l'ai vue ce matin. Elle est venue exprès pour vous. Hein. Non, non, je rigole. Mais elle est venue ce matin. Ça fait depuis 2008. Pareil, aide-soignante. Et regardez, elle n'arrive pas à plus de 90 degrés. On peut dire, ouais, mais elle triche, elle fait un machin, etc. Non, 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 non. Elle est en confiance avec moi, elle fait comme elle peut, mais elle n'arrive pas. Et maintenant, regardez, je vais lui stabiliser l'omoplate de manière latérale, au-dessus. Je vais lui bloquer son omoplate pour qu'il reste collé au torse. Je vais accompagner le mouvement sur la sonnette latérale et regardez si c'est pas beau. Elle est toute contente. Et elle monte à 150 degrés. Elle était à 90 et elle est à 150. C'est un nerf long thoracique. 2008, 16 ans. Voilà, on a fait le diagnostic aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, on avait l'électromyogramme et je vous ai fait la petite vidéo. Alors, l'épaule douloureuse et instable, c'est à dépister pour une prévention secondaire. Hein, éviter les travaux répétitifs en rotation avec des levées de charge, c'est clair. Hein, vous voyez là la tête humérale ici qui sort complètement. Il arrive à se subluxer l'épaule avec ici là ce signe classique de la hache. Le traitement, voilà, c'est la prévention secondaire. La capsulite rétractile. 4e message, attention à la capsulite. C'est un processus douloureux avec un enraidissement. Les inflammations avec les douleurs de fin de nuit, 3-4 heures du matin. Il y a un changement de la structure de la capsule avec des myofibroblastes qui sont en prolifération et surtout une inflammation. Ça a été montré maintenant sur des études avec des examens cytologiques et histologiques. Là, vous avez une capsule normale. C'est le ligament gléno-huméral inférieur avec le liquide articulaire avec sa petite fosse de rétention ici. Et puis autour, vous avez le ligament.
qui est plié, comme un feuillet. Là, vous avez la capsule ici, hein, ce hamac dans lequel est la tête humérale. Qu'est-ce qui va se passer si sur les radios, il n'y a pas d'autres causes de raideur massive, comme l'arthrose majeure, comme les corps étrangers ici à l'intérieur, ça c'est un ostéochondromatose, donc les corps étrangers à l'intérieur de l'articulation, ou que c'est pas luxé, c'est une capsulite. Une raideur, dans un contexte d'hypersollicitation sur traumatisme, sans ces éléments-là, c'est une capsulite. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur la capsulite? Sur l'IRM, regardez, le fameux ligament ici, qui était noir et plissé, il est toujours plissé, mais il est blanc. C'est donc un signe d'œdème, de l'eau, hein, puisqu'on est en T2, et donc c'est une inflammation. Là, vous avez l'intervalle des rotateurs entre le sous-scapulaire et le tendon du biceps et du supraépineux ici. Vous avez ici, là, cette inflammation, c'est de la capsulite. Et sur la scintigraphie, vous avez regardé cette épaule droite qui est avec un hamac hyper fixant, très inflammé ici. Donc, le diagnostic peut se faire maintenant sur l'IRM. Il est clinique, hein. Il est clinique au départ, hein. C'est la raideur douloureuse, point. Mais il faut souvent prouver au médecin conseil, à l'employeur, parfois, etc., qu'il y a une capsulite. Et ben, on a l'IRM pour ça. Attention à l'IRM, 90 à 95% de sensibilité. Donc, il y a 5% des patients qui n'ont pas de signe IRM et qui ont une capsulite. Il faut se méfier, le diagnostic est clinique. Le traitement, dans sa phase inflammatoire qui dure 6 à 9 mois, c'est traiter la douleur. L'infiltration cortisonnée par la voie du long biceps gléno-huméral, ça marche très très bien. Limiter les mouvements selon la possibilité, utiliser un protocole d'autoréducation pour bouger un petit peu comme pour la coiffe, comme pour le groupe de la coiffe. La phase de récupération dure 12 mois en moyenne. C'est là qu'on peut faire une récupération progressive des amplitudes avec une prévention des compensations délétères scapulo-thoraciques. Et oui, à force de tirer sur sa scapula pour faire le mouvement plus loin, on finit par s'étirer le nerf non thoracique. Et j'en ai eu un certain nombre. Donc mes ordonnances, il y a toujours le travail de renforcement scapulo-thoracique. L'accompagnement médico-socio-professionnel, 18 à 24 mois de difficulté. Pour quelqu'un qui a un travail qui nécessite des gestes répétitifs en production ou en magasin, etc., c'est souvent 18 mois d'arrêt de travail. La phase séquelaire, il faut savoir que la capsulite récupère souvent entre 80 et 90% de l'épaule moyenne. Pas forcément de l'épaule qu'ils avaient avant, mais de l'épaule moyenne. Dans de rares cas, on fait des infiltrations dilatation, j'en ai pas fait pour l'instant depuis à peu près 2017, et des arthrolyses chirurgicales, on en a 1 à 2 par an. Un point très rapide sur le groupe des arthropathies. L'arthropathie acromioclaviculaire, les gestes répétitifs en croisement ou en élévation antérieure, avec ici, vous voyez, l'articulation qui est très très abîmée. Ça, on va voir, mais c'est plutôt chirurgical. Et l'homarthrose centrée, hein, d'usure, ce que j'appelle la rançon de l'expérience, malheureusement. C'est surtout les gestes répétitifs en endurance avec un blocage articulaire. Je tiens quelque chose de très fortement et je fais des petits mouvements avec. Pas bon. Le traitement conservateur est plus ou moins efficace. C'est limiter les activités, faire un travail de verrouillage scapulaire postérieur pour l'acromioclaviculaire, l'infiltration cortisonnée test et la viscosupplémentation, voire le PRP. Mais ça ne fonctionne pas très très bien. Et la plupart du temps, c'est un traitement chirurgical avec soit une résection acromioclaviculaire, le chirurgien va couper la partie distale de la clavicule et ça va donner ici, là, une zone qui va se combler par un tissu conjonctif avec une néo-articulation. Et pour l'arthrose gléno-humérale, c'est la prothèse classique d'épaule. Quelques évolutions délétères, et ce sera, je crois, la dernière diapo. Attention, elles sont peut-être évitables. Le syndrome douloureux régional complexe ou algodystrophie, difficile de l'éviter. C'est une anomalie de l'équilibre inflammatoire local du traumatisme avec une hyperproduction des protéines, notamment de la substance P. C'est un thermostat médulaire déséquilibré avec une hypersensibilité des neurones noradrénergiques qui font qu'on a une excitabilité plus importante au niveau de la moelle. Et c'est une perturbation de l'imagerie sensitivo-motrice, le fameux
Alors, le mot m'échappe, c'est pas grave, ça va revenir. Mais c'est cette image qu'on a du corps qui ne correspond pas aux informations qui viennent de la part du membre. C'est difficile à éviter. On a quand même beaucoup moins d'algodystrophie sur les interventions d'épaule depuis qu'on met un cathéter anesthésique en post-opératoire pendant 3 jours. Donc, il y a vraiment quelque chose de ce côté-là. La kinésiophobie, c'est une protection anticipatrice. On ne peut pas lutter volontairement contre. Il faut être accompagné par un kinésithérapeute. On peut faire éventuellement des thérapies cognitivo-comportementales de 3e vague. Mais en tout cas, c'est très important. C'est comme l'arachnophobie. La personne qui est arachnophobe, il y a une araignée dans la pièce, elle ne rentre pas dans la pièce, elle ne peut pas. Elle est tétanisée quand elle est dans la pièce. Elle ne peut même plus sortir de la pièce. Il faut que quelqu'un lui enlève cette araignée. Là, c'est pareil pour la kinésiophobie. L'appréhension du mouvement, et pas du kinésithérapeute, je le rappelle, l'appréhension du mouvement, on ne peut pas lutter volontairement. Il faut l'accompagner petit à petit. Et puis le catastrophisme. J'ai encore environ par an 5 à 6 personnes qui sont en situation de catastrophisme avec un vécu traumatique, essentiellement sur des actions du travail non reconnues, avec une pensée catastrophique qui vient entraîner ce cercle vicieux de l'hypervigilance, de la peur, de l'hypervigilance musculaire, de l'évitement, l'incapacité et la douleur, et ça continue, ça continue. Et ça, c'est évitable, je pense, par une simple reconnaissance de la manière dont ils se sont blessés. Un petit résumé que vous aurez pour pouvoir vous en sortir en cas de difficulté, avec les traitements, les examens complémentaires, etc., etc. Mais ça, vous pouvez voir à tête reposée. Et je vous remercie beaucoup, et encore désolé pour le petit contretemps de départ lié au logiciel libre. Alors, on va demander à Mallory de remettre la caméra. Non, mais je ne sais pas si on peut le faire. Elle nous a coupé. Je vais l'appeler. Activer la caméra. Vous y arrivez? Voilà. Oui. Est-ce qu'on nous revoit? Le partage, peut-être. Arrêtez peut-être le partage. Non, mais je pense qu'on nous voit. Je ne pense pas qu'on nous voit. Je vais demander à Mallory. Voilà. Je crois qu'on nous voit. Si on vous voit, vous avez juste à zoomer. Zoomer sur notre statique visage. Voilà. Oui, vous pouvez zoomer sur vous si vous voulez. Avec un petit téléphone. Ah non, là, on voit le plafond, docteur Weber. C'est bon, là. C'est bon. Voilà. Je vais reprendre quand même. Alors déjà beaucoup de félicitations, hein, merci. Donc beaucoup de félicitations au docteur Fröhlich, puisque effectivement nous avions un public qui vous était déjà acquis, puisque vous êtes quand même connu sur Strasbourg, et donc le public strasbourgeois vous connaît bien. En revanche, on avait, alors je vois qu'on a 131 participants, nous avions 250 inscrits, mais je pense qu'il y a des personnes qui se sont inscrites pour bénéficier du replay et qui du coup ne vous connaissent pas. Et c'est vrai que l'incident technique de départ m'a empêché de vous présenter. Donc vous travaillez à l'Institut de l'Épaule, vous êtes médecin rééducateur, ça fait un certain temps qu'on se connaît et qu'on travaille de temps en temps ensemble. Et c'est vrai que vous avez vraiment une expertise sur ces questions de pathologie d'épaule, évidemment, mais aussi un œil sur la réadaptation professionnelle derrière, qui fait que vous êtes un partenaire vraiment privilégié pour les médecins du travail strasbourgeois. Pour ceux qui n'ont pas la chance de travailler sur Strasbourg, tant pis pour vous. Avec plaisir. Voilà. Donc, et pour ceux qui viennent d'autres régions, c'est voilà, le docteur Fröhlich est quelqu'un de reconnu sur la place pour son expertise. Alors, je vous remercie vraiment pour cette mise au point. Je vais reprendre quelques-unes des questions qui sont passées, que j'ai vues passer. Alors, notamment un collègue qui nous posait la question de la possibilité d'une récidive d'une capsulite. Est-ce que... Alors, je n'ai jamais vu de récidive de capsulite de manière idiopathique. Une capsulite rétractile qui survient sur une tendinopathie calcifiante, sur une tendinopathie de la coiffe, sur un traumatisme, sur un infarctus du myocarde, sur de la chirurgie scénologique mammaire, par exemple, ne récidive jamais. Okay. Ça, j'ai jamais vu. Par contre, quelqu'un qui a fait une capsulite dans ses antécédents et qu'on va opérer de l'épaule, donc on va mettre un traumatisme direct sur l'épaule, a un risque de environ 70% de faire une capsulite. Okay. Donc nous, on prévient beaucoup les personnes et puis on essaie de prévenir un maximum. Alors, il y a une autre question, mais ça, c'était plutôt c'est une question de moi. Quel est le traitement de l'étirement du nerf thoracique? Alors, par la rééducation. Juste pour la capsulite, désolé. Ah oui, pardon. C'est juste de dire, par contre, on a 3% des capsulites qui deviennent bilatérales. Ça aussi, c'est important. Moi, je dis beaucoup ça aux gens pour qu'ils assument vraiment le fait qu'ils soient raides et qu'ils ne puissent pas faire, qu'ils ne forcent pas pour éviter que ça devienne bilatéral.
Et donc, je vous relance sur la capsulite. Vous saurez pourquoi. Quelle est votre position sur la capsulo-distension? Alors, la capsulo-distension, on n'en a pas fait depuis 2011. Parfois, on essaie de voir si ça peut être intéressant. Il faut imaginer la structure du ligament qui est capable de tenir parfois des tonnes de pression en kilogrammes au niveau de la gléno-humérale, puisqu'avec une multiplication par 50, dès qu'on porte 50 kilos, on arrive presque à la tonne. Donc, pensez qu'avec une aiguille et en injectant du liquide, on va arriver à pousser ces structures ligamentaires. Moi, j'y crois pas trop. D'accord, merci. Par contre, je pense qu'en faisant l'infiltration-dilatation, comme on infiltre en même temps et que le produit va diffuser à l'intérieur de l'espace articulaire, mais aussi à cause de la pression, va diffuser à travers le pertuis où passe l'aiguille à l'extérieur, on a une double corticothérapie, entre guillemets, et c'est peut-être ça qui les soulage vraiment. Okay. Voilà. Donc, on revient au traitement de l'étirement du nerf thoracique. Alors, c'est simplement un traitement de prévention, c'est-à-dire prévention secondaire. Le geste traumatique a été là, le nerf a été étiré, l'électromyogramme permet de nous dire s'il y a une activité spontanée de dénervation, c'est-à-dire si le muscle est encore capable d'entendre qu'un nerf va arriver. Il va vérifier qu'il n'y ait pas d'atrophie, qu'il y ait des potentiels de réinnervation en cours, et à ce moment-là, on sait que le nerf va récupérer. Il récupère d'1 millimètre par jour. Le problème principal, c'est qu'à chaque fois que l'omoplate va se décoller, on va rajouter 1 millimètre. Donc, on va rajouter des jours et des jours et des jours de récupération. Mais ça a un intérêt quand même de traiter, même très tardivement, c'est que dès qu'on a stabilisé l'omoplate, alors je ne vous ai pas montré, par exemple, j'utilise des orthèses de stabilisation, de contention, par exemple, où les gens ont un espèce de plastron qui les bloque. Eh bien, dès qu'on commence ça, la récupération se fait à nouveau. J'ai des patients 10 ans après, on leur a fait le traitement qu'il faut et ils ont récupéré 30 à 45% de leur nerf long thoracique. Et donc, la prévention, c'est bloquer les omoplates en arrière le plus possible. J'appelle ça la technique de l'embrayage. C'est-à-dire que je dis aux patients, quand vous passez les vitesses, vous débrayez, vous passez les vitesses, vous embrayez. Quand vous utilisez votre bras, vous débrayez vos épaules en arrière, vous utilisez votre bras, puis vous débrayez. Voilà. Okay. On nous pose la question de la cryothérapie dans le soulagement des douleurs de votre âme. Alors, la cryothérapie, il y a la cryothérapie, on va dire, locale. Et là, je pense que le sachet de petits pois congelés peut tout à fait suffire. C'est pas la peine d'acheter des trucs compliqués. Il faut juste pas les manger après, puisqu'on les a congelés et décongelés. Et ça marche très très bien. Ou les noyaux de cerise, etc. Restons un peu écologiques. Par contre, la cryothérapie locale avec des bombes de froid, des machins spécifiques qu'achètent les kinés, etc. Voilà, ça sert pas à grand chose, je pense. C'est pas en mettant du froid 2 fois par semaine que les gens vont être soulagés. La cryothérapie corps entier pour la capsulite, pour l'algodystrophie, etc. Notre expérience, c'est que ça marche plutôt bien, mais c'est très difficile parce que les gens, ils ont très froid. Voilà, il faut y aller 2 à 3 fois par semaine. Donc voilà, c'est pas toujours facile, mais ça marche très bien. Surtout en phase inflammatoire au début. Quand c'est la phase de récupération, ça sert plus à rien. Okay. Vous voyez comme moi la question sur la natation avec une épaule douloureuse. Alors, oui, c'est impossible. C'est pas impossible. Alors par contre, continuer à nager sans l'usage des bras, oui. La planche, on la prend comme ça, et on peut nager en travaillant tout le gainage, en travaillant les jambes, etc. Prendre la planche derrière et mettre les épaules comme ça pour tenir avec éventuellement une frite sous la nuque, ça permet aussi de travailler le dos. Donc voilà, mais pas de mouvement avec le bras comme ça passe pas bien. Okay. On a une autre question donc sur l'hyperactivation du petit pectoral dans le cas d'une dyskinésie scapulothoracique. Alors oui, c'est essentiel parce que la scapula, elle est tenue derrière par donc le long des côtes par le muscle grand dentelé, par le bas par le muscle grand dorsal qui vient cravater la base de la scapula, par les rhomboïdes, par le trapèze, par l'élévateur de la scapula, qui est surtout la mobilisation plus que la stabilisation, et le seul qui la tient devant, c'est le petit pectoral, par le processus coracoïde. Et donc on a le processus coracoïde avec le petit pectoral qui maintient toute la scapula. Donc quand il y a une dyskinésie,
il y a souvent une contracture du petit pectoral qui cherche à dire « Eh non, tu descends, arrête de monter, tu descends. » Voilà. Et il faut compter aussi le muscle sous-clavier qui peut stabiliser grâce à la clavicule qui est accrochée par l'acromioclaviculaire. Mais souvent, effectivement, hyperactivation du petit pectoral et du muscle sous-clavier. Voilà, alors moi je retiens quand même une première chose qui m'a fait vraiment plaisir sur le fait qu'il faut oublier absolument toutes ces manœuvres avec des noms compliqués que je n'arrive pas à retenir et que je pense que je ne suis pas la seule. Donc, merci de nous avoir soulagés par rapport à ça. Je retiens un deuxième message qui est aussi la question où nous rejoignons sur le fait qu'une chirurgie de la coiffe et une reprise de travail, d'un travail lourd, sans aménagement du poste, quand l'aménagement de poste n'est pas possible dans des professions comme les professions du BTP par exemple, impose l'arrêt de l'activité, ce qui est quelque chose de très difficile à faire admettre à nos patients et qu'il faut commencer à travailler souvent quelquefois dès après la chirurgie, alors que eux pensent pouvoir reprendre un jour. Donc toutes ces questions de maintien dans l'emploi, puisque en introduction, j'étais censée vous dire que les pathologies des épaules, mais j'apprends rien à personne, c'est quand même entre 25 et 30% de nos inaptitudes. Donc, c'est pas étonnant. Voilà. Mais en attendant, ça nous conforte quand même dans ces situations-là où il faut du coup travailler pour certains patients pour lesquels on sait d'emblée que l'aménagement de poste ne sera pas possible sur la question de la reconversion dès le départ, dès que l'indication de chirurgie est posée. Alors, je vous laisse. Moi, souvent, la manière dont je présente ça aux patients, alors c'est souvent simplement au moment où je revois. Donc, moi, je les revois à 15 jours, à 2 mois. Le chirurgien les revoit à 5 mois et je les revois ensuite entre 7 et 8 mois pour justement la reprise professionnelle, pour discuter des possibilités. Et c'est souvent à ce moment-là que je leur en parle surtout, parfois à 2 mois, quand je sens qu'il faut préparer les choses bien en avance et que ça va mal se passer parce qu'il est dans une dynamique qui va pas être correcte. Je leur explique le principe de la tasse de café, du bol de café du grand-père. Je leur dis, voilà, votre grand-père, il a un bol de café, il buvait son café tout le temps dedans, ou sa chicorée, je sais pas. Et puis, ce bol, il vous l'offre. Donc, j'ai une patient en face, ce bol, il vous l'offre. Vous êtes tout content, c'est le bol de votre grand-père, il est hyper important pour vous au niveau émotionnel, parce que le grand-père, il a disparu entre-temps. Et puis, ce bol, il tombe, il casse en deux. C'est la rupture de coiffe. Il casse en deux. Là, qu'est-ce qu'on fait? Certains patients me disent, je le jette. Bon, chacun a son histoire familiale. Mais la plupart du temps, les patients me disent, je le colle. Et je leur demande, mais vous buvez encore du café avec? Alors là, vous avez quasiment 100% des patients qui me disent, non. J'ai dit, mais votre épaule a cassé, vous voulez la mettre dans les mêmes contraintes, dans les mêmes difficultés, et vous pensez que vous allez y arriver? Et ça leur permet de comprendre ce qui se passe et que c'est une réparation et que ce n'est pas une restitution ad integrum. Je crois que c'est ça. Bon, en tout cas, merci, parce que ça nous conforte dans un certain nombre de choses. Et ça répond peut-être à la question de Madame Brière. Une soignante ayant une douleur modérée de tendinopathie doit-elle s'arrêter pour repos et kiné ou continuer avec séance de kiné? Alors oui, l'éviction du geste traumatique. Là aussi, j'explique aux patients, alors j'ai mon casque à vélo pas très loin, je leur dis, voyez, moi je roule à vélo, quand je passe dans une rue, je sais que je vais crever mes pneus à chaque fois, parce que y a des dégâts, des machins, etc., et des travaux à côté. Alors, je finis par plus passer dans cette rue. Le temps en tout cas qu'il y ait les travaux. Après, je retournerai dans cette rue, mais j'en ai marre de changer mes pneus de vélo. Là, c'est pareil, c'est-à-dire que si elle est avec une douleur faisant évoquer un conflit sous-acromial avec éventuellement une tendinopathie, la première chose à faire, c'est éviter le geste traumatique. Donc, ça va passer éventuellement par le repos. Alors, le repos professionnel ou le repos au niveau des contraintes ménagères, parce qu'il faut parfois trouver un équilibre. Moi, j'ai des patients qui me disent, écoutez, je viens de prendre un boulot, là, je vais pas m'arrêter maintenant, je vais perdre ce boulot. Alors, je dis, écoutez, à ce moment, vous faites plus la vaisselle à la maison. Généralement, quand c'est une dame et que le monsieur est à côté, le monsieur est très content de ma réponse. Alors, une question sur les infiltrations. Comment expliquez-vous qu'elles soient toujours effrayantes pour les patients? Alors ça, moi, la plupart des patients qu'on voit à l'Institut de l'épaule ont eu 1, 2, 3 ou 4 infiltrations avant de nous voir. Donc, je ne sais pas trop comment ça s'est passé avant. On en propose très, très peu au cabinet ou uniquement à visée test. Par exemple, on a une arthropathie acromioclaviculaire, une tendinopathie non rompue de la coiffe. Qu'est-ce qu'on va traiter en priorité? On essaye médicalement de faire les deux.
ça marche pas. Le chirurgien se dit, ouais, mais est-ce que je fais une arthroscopie pour la coiffe ou est-ce que je fais une intervention par mini-open juste au-dessus pour l'acromioclaviculaire? Eh bien, on fait une infiltration test. Si elle fonctionne bien, le patient va être soulagé. Si ça revient, le chirurgien va intervenir. Voilà, ça c'est pour l'arthropathie par exemple. Les patients en ont peur? Pas tellement finalement, je trouve. Il y a eu beaucoup de choses faites autour de l'arthrose liée aux injections de corticoïdes. Pour moi, c'est plutôt le fait que, avec l'infiltration, les gens n'ont plus mal et au lieu de faire de la prévention secondaire, eh bien, ils vont continuer à abîmer. C'est-à-dire que sur mes roues de vélo, j'ai mis un petit spray et puis je continue à rouler sur les débris de verre, c'est sûr que je vais recasser. Hein. Voilà. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que les patients en ont peur, parce qu'ils savent que ça ne sert pas forcément. Mais par contre, il n'y a jamais d'arthrose post-infiltration. Mais on a fait croire ça pendant longtemps. Nous, les médecins, on a fait croire ça à un moment donné. Et c'est ça pour ça que les patients ont peur. Avec l'idée de, on ne peut pas en faire plus de 3. Hein. Non, même une, si elle n'est pas bien faite et qu'elle n'est pas indiquée, ça ne sert à rien. Et puis les infiltrations, maintenant, c'est sous échographie. Sauf cas urgent, la crise de résorption de la tendinopathie calcifiante le vendredi soir, j'encourage tous les médecins généralistes de premier recours à faire l'infiltration à ce moment-là, même sans écho. C'est pour sauver les nuits de la personne. Mais dès qu'on a un doute quelconque sur les choses, sous écho, on est sûr d'être au bon endroit. Je vois beaucoup de patients plus âgés sur des IRM d'épaule qui ont une atrophie complète de l'infraépineux parce qu'ils ont eu des infiltrations par voie postérieure qui n'ont jamais trouvé la gléno-humérale, mais par contre, elles ont toujours trouvé le nerf suprascapulaire. Alors, il y avait une question sur le tableau 57 et pourquoi le tableau 57, on demande une IRM pour objectiver une tendinopathie non calcifiante alors qu'il n'y a pas de calcification à la radio. Là, on revient à l'histoire de la négociation et de la manière dont les tableaux ont été établis. Alors ça, c'est très important. Par contre, la question est très intéressante parce que j'ai eu plusieurs fois le cas de patients qui ont eu un arthroscanner initialement, sans raison particulière, ils n'étaient pas forcément claustrophobes, etc., et où le médecin conseil a refusé la maladie professionnelle parce que ce n'était pas une IRM. Alors, quand je dis le médecin conseil, on est d'accord, c'est l'équipe du médecin conseil, dont l'intelligence artificielle qui gère actuellement automatiquement les demandes. Et donc, moi, j'ai déjà plusieurs fois dû appeler le médecin conseil pour dire, écoutez, le patient avait une contre-indication à l'IRM à ce moment-là. Eh bien, figurez-vous que j'ai même une équipe de médecins conseils, mais du 57, qui a osé me demander un certificat pour justifier de la contre-indication à l'IRM chez un patient. Et donc, j'ai dû leur écrire que le patient avait eu à ce moment-là un piercing sur le pénis et qu'il ne pouvait pas l'enlever. Je ne sais pas si c'est bien passé ou pas, mais en tout cas, il a eu sa maladie professionnelle. Okay. Alors, il y a une question qui est revenue 2 fois sur quels sont les muscles touchés lors d'une tendinopathie fissuraire. Je vous laisse répondre. Alors, donc c'est vraiment le tendon qui est touché à ce moment-là, hein, dans la tendinopathie fissuraire. Et ce qui se passe, c'est que le tendon, c'est l'accumulation de fibres, de milliers de fibres bien serrées, très serrées les unes sur les autres, un peu comme une corde d'escalade qui est bien serrée et qui tourne sur elle-même. Hein, donc c'est très serré. Et à un moment donné, on a souvent, comme pour l'escar, on a des contraintes très importantes sur le tendon qui font qu'au milieu, il va y avoir une zone de souffrance ischémique avec quelques petites cellules fibroblastes là qui meurent et on va avoir une dilacération des fibres. Voilà, ça c'est la voilà. Quand c'est important, ça va communiquer avec l'anthèse, avec la fixation sur l'os et la fixation sur l'os va se décrocher. Et c'est là qu'on va avoir le passage du produit de contraste. Donc, quand on a un arthroscanner avec une fissuration ou quand on a une belle IRM avec le liquide articulaire qui passe à travers, on peut savoir que c'est une rupture partielle, mais qui devient significative. Voilà. Et donc, le muscle touché, c'est en l'occurrence le supraépineux. Mais on peut avoir de l'infraépineux, voilà. Le sous-scapulaire plus rarement. On n'a pas trop parlé du teres minor et du teres major, qui pourtant sont essentiels parce que c'est vraiment eux qui permettent de prendre la tête humérale et de la plaquer vers le bas pour la mettre bien contre son logement.
Voilà, et je pense que, étant donné que nous avons dépassé d'un quart d'heure le temps qui nous est imparti, on va prendre la dernière question sur le travail sur écran et la tendinopathie de l'épaule. On nous dit qu'effectivement, même en adoptant les bons gestes, je vois beaucoup de salariés qui restent gênés dans leur travail. Alors, quelle est la prévention dans ces cas-là? Alors là, c'est pas du tout l'histoire du membre supérieur et de la main, c'est l'histoire des cervicales. La plupart de ces patients vont soit avoir une mauvaise installation de l'écran au niveau de la hauteur, etc., soit un travail où ils doivent être très actifs, très concentrés, et ils sont complètement crispés, avec les trapèzes qui montent comme ça, et surtout le deltoïde qui prend la tête humérale et qui vient l'impacter sur l'acromion. Et donc, il suffit de pas beaucoup de gestes, juste quelques degrés, 10-15 degrés, pour faire une espèce de travail de verrouillage, de travail de sape, comme ça. C'est un peu ce qu'on essaie de faire quand on essaie de faire un trou dans une ceinture de cuir avec un tournevis. Vous voyez, on prend le tournevis, on l'applique et on fait ça. Et ben, ça va faire un trou dans la ceinture de cuir. Alors imaginez, le tendon, c'est le cuir. Vous avez le bec acromial, vous prenez la tête humérale, vous coincez le tendon entre et vous faites... Voilà. Okay. Et donc la prévention, c'est des exercices avant l'activité professionnelle. C'est un travail sur le stress professionnel, sur l'activité professionnelle elle-même. Beaucoup de tendinopathie pendant le confinement. Hein. Mais les gens, ils bossaient beaucoup. Ils bossaient beaucoup et stressés. Et installés n'importe comment. Mal installés. Alors, une dernière question. Jusqu'à combien de séances de kinésithérapie sans effet faut-il indiquer au patient de passer la main à une autre prise en charge? Alors, je dirais que à partir de, au niveau antalgie, 4 ou 5 séances où le patient n'est pas amélioré, voire même il est aggravé, il faut changer de kinésithérapeute. Le kinésithérapeute n'a pas compris ce qui se passait. Donc, il faut changer de manière d'entrevoir la kinésithérapie. La kinésithérapie, c'est vaste comme ça. Il y a ceux qui font la muscu, les coachs, il y a ceux qui font de la papouille, et puis il y a tout le reste. Eh bien, il faut changer à ce moment-là de technique de kiné. Il ne faut pas hésiter à dire au kiné, écoutez, ça ne marche pas, il faut changer la manière. Si ce n'est pas, il faut changer de kiné. Il n'est peut-être pas adapté à ça. Par rapport à l'aspect fonctionnel, la force, la récupération, etc., c'est plutôt 1 mois et demi, 6 semaines, à raison de 2 à 3 fois par semaine, avant de se dire qu'on n'y arrivera pas et qu'il y a un autre problème. Ok. On va couper court aux questions parce que nous avons vraiment dépassé notre temps limite. Donc vraiment un grand merci au Dr Fröhlich. J'espère que le webinaire vous a permis de rafraîchir la mémoire de certains d'entre nous sur l'examen clinique de l'épaule et les pathologies, ou quelquefois nous réapprendre des choses. Il sera donc effectivement en replay. On va voir comment on se débrouille. Vous avez remarqué qu'on était extrêmement doués pour la technique tous les deux. Donc, on va trouver une solution pour vous envoyer ce diaporama parce qu'il est quand même assez lourd, mais on va trouver une solution. Voilà, le replay sera disponible également à toutes les personnes qui ont été inscrites et qui pourront le revoir en replay. Merci à vous tous pour votre participation. Et puis, voilà, quelques messages à retenir. La HAS est à mettre à la poubelle. Exactement. On va pouvoir lutter contre ça. Le travail de force après une chirurgie de l'épaule, c'est quand même très contre-indiqué. Et voilà. Merci à vous. Et puis, je vous laisse finir. Le mot de la fin. Voilà. Faites, donnez ce diaporama. Faites une tache d'huile de ces connaissances pour que tout le monde puisse se faire. Moi, mon but, c'est d'avoir moins de consultations. Voilà. C'est comme ça. Alors, moi, je remercie vraiment le Dr Fröhlich qui est venu vraiment sur son temps libre, bénévolement, pour nous instruire. Donc, vraiment, merci. Avec plaisir, ça m'a fait plaisir de venir. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Voilà. Alors, je ne sais pas qui peut nous déconnecter puisque je suis assez tétanisée. Donc, je crois qu'on va nous-mêmes... on va éteindre la caméra. Enfin, je ne sais pas. Au revoir à tout le monde et à bientôt. Au revoir. Je vais appeler...